Angoulême 2011, deuxième épisode. Intéressons-nous aux Anglais qui travaillent dans le comics. Premier invité de marque chez Delcourt, Sean Phillips pour son Incognito, scénarisé par Ed Brubaker. Je pense que les Anglais, les Britanniques, apportent quelque chose de différent par rapport à la BD américaine. C'est aussi le cas des Européens en général. Nous sommes influencés évidemment par la BD américaine, mais dans notre cas, nous ne possédons pas le patriotisme des Américains. Donc nous sommes heureux de démolir ce qui construit leur héros. Le premier tome d'Incognito raconte l'histoire de Zach Overkill, psychopathe en puissance qui a balancé tous ses complices et bénéficie en retour du programme de protection des témoins. Mais tout ça est bien fadasse pour cet homme d'action. Il est vrai que ce personnage sauve des gens parce que finalement il s'ennuie. S'il sauve quelqu'un d'un voyou, c'est simplement parce qu'il a envie de se battre. Il est ensuite capable de blâmer la victime car il ne fallait pas qu'elle se balade dans une ruelle sombre. En fait, ce personnage correspond à ma façon de dessiner. J'aime le noir, les ombres. C'est plus facile finalement si le personnage oscille entre le bien et le mal, une sorte de gris. C'est difficile en plus de faire éprouver de l'empathie au lecteur envers un personnage comme Zach, qui est une sorte d'incarnation du mal. Et ça rend le dessin intéressant. Ed, le scénariste, aime beaucoup les films noirs. D'ailleurs, dans d'autres dessins, enfin dans mon dessin, il y a beaucoup d'ombres, plusieurs sources de lumière sur les visages. Mais je n'ai pas vraiment étudié ce genre. C'est Ed, lui, qui adore cet univers, et son père d'ailleurs écrivait des films noirs dans les années 50. C'est un vrai fan. Quant à moi, j'ai vu les classiques, mais ce n'est pas mon truc. J'apprécie toutefois le côté artistique et je prends des notes. Un autre Anglais chez Delcourt, Charlie Adler, dont le tome 12 de la série Walking Dead, scénarisé par Robert Kirkman, était en sélection officielle au festival. D'ailleurs, le numéro 13 est sorti en ce mois de mars. Ici, les morts-vivants chers à George Romero assaillent un groupe de survivants. Adler est un vrai staccanoviste du dessin, il abat 22 pages par mois. Vous savez, ma journée de travail est très simple. J'ai des enfants, alors ils vont à l'école et quand ils sont à l'école, je me mets à travailler de 9h à 17h. Et pour toutes mes pages, je commence simplement par le coin supérieur gauche pour finir en bas à droite. C'est une manière très méthodique, très rigoureuse et j'ai toujours travaillé de cette façon. Mais alors quand vous n'êtes pas satisfait, vous recommencez? Ah non, je n'ai pas le temps de faire ça. Si je passais mon temps à revenir sur d'anciennes pages, je ne finirais jamais. Il y a toujours des erreurs, toujours un petit quelque chose qui ne va pas, mais on ne peut pas refaire ou faire un travail parfait. Si on veut une course à la perfection, on n'y arrivera jamais. Il faut s'entraîner à ne pas revenir sur une page et aller de l'avant. Donc je m'applique quand même. Non, maintenant je n'ai plus de pense-bêtes pour mes personnages, je les ai tous, disons, dans la tête, je me rappelle. Mais au tout début j'avais un tableau, et c'était mes premiers croquis d'abord. Il date d'il y a environ 7 ans, et maintenant c'est bon, tout est dans mon petit crâne. Désormais, The Walking Dead, c'est aussi une série télé adaptée par Frank Darabont qui casse les records d'audience aux États-Unis sur la chaîne AMC et qui débarque en France. Quand je croise des gens, ils me demandent souvent si la série télé est une série animée. Et je leur dis non, c'est avec des personnages réels. Ah bon, des acteurs? Eh oui, oui. C'est très drôle parce que de voir certains personnages visuellement très proches de leur double sur papier, ça fait toujours une sorte d'effet étrange. Alors il y a aussi des personnages très différents, mais c'est la contrepartie d'une adaptation réelle. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les acteurs soient exacts ou à l'exacte image de la BD. Nous étions avec Sean Phillips tout à l'heure, il a dessiné 7 psychopathes sur un scénario de Vellman. Vellman, c'est pour nous à l'Hebdo BD le scénariste le plus en vue du moment et le plus prometteur. Une question se pose, fait-il ses scénarios les uns contre les autres? L'éthique d'écriture, c'est très facile de tomber dedans. Ce qui, moi, me sert de garde-fou, c'est la diversité des collaborations. Quand je travaille avec Jason, je sais qu'il va dessiner d'une manière qui ne sera pas celle de Mathieu Bonhomme, qui ne sera pas celle de Denis Baudard. Donc pour moi, changer de type de collaboration, c'est la clé pour se renouveler. Il est désormais le scénariste de Spirou et Fantasio, dessiné par Johan. Quand on tient les rênes d'une telle machine commerciale, chargée d'un prestigieux passé, perd-on pour autant sa liberté? Dans le tome 51, il y a des petits messages ça et là, un peu écologiques, un peu pacifistes, mais je m'inscris dans la lignée de Franquin, de Fournier, qui mettaient des messages comme ça de vivre ensemble finalement. C'est fait avec un peu de naïveté, bien entendu. Enfin, moi, mon message de dire pourquoi pas penser à la décroissance, par exemple, bon, on pourrait m'accuser d'une certaine candeur, de ne pas être pragmatique.
Mais quoi, si je pense qu'à un moment donné, on va dans le mur en étant dans la surconsommation, pourquoi pas le dire dans une BD tout public où finalement Spirou se prête à ce genre de jeu. Moi, je suis assez pour le fait de parler politique au sens large du terme, à savoir la vie dans la cité, pas au sens droite-gauche pour qui voter. Pour moi, une BD, elle est politique. Même le divertissement est politique. Si on choisit un méchant dans une BD de divertissement, si on explique comment il est devenu méchant, ou si on dit que c'est génétique, si on dit que c'est social, si on dit que c'est culturel, que sais-je, on prend une position politique. Donc pour moi, Spirou, comme le reste, peut tout à fait, bien entendu, s'inscrire là-dedans. Oui. Yes, I know who you remind me of. A girl I think I used to know. I'd see her when the days got colder. On those days... Rencontre avec Mattotti, le maître S-couleur de la bande dessinée. Casterman a ressorti le grand œuvre de l'italien Feu et Murmure dans une édition spéciale. Le fils spirituel de Kandinsky nous parle de son art, la couleur comme puissance narrative. On utilise les couleurs d'une façon qui soit liée au contenu de l'histoire, qui soit liée au sujet de l'histoire. C'est ça que c'était fascinant pour moi. Et j'ai toujours eu peur d'utiliser les couleurs d'une façon maniériste. Parfois je l'ai fait, mais plus dans l'illustration. Mais dans l'histoire en bande dessinée, j'essaie toujours de trouver un vrai sujet aussi de l'effet qu'il soit coloré. On connaît Mattotti, homme de bande dessinée, on connaît moins Mattotti, affichiste. C'est arrivé d'une façon très douce, très lentement, et presque pas comme un travail. C'est-à-dire ils m'ont commencé à demander une ou deux affiches, après encore une autre, et c'est développé à peu, parallèlement à mon travail d'auteur ou de peintre ou d'illustrateur. Le problème qu'avec l'affiche, je me suis toujours posé la question comment on fait une belle affiche. C'est-à-dire, je n'ai pas agrandi mes cases de bande dessinée en pensant que ça devient de belles affiches. C'est complètement un autre langage. Alors j'ai commencé à voir les vieux affichistes, qu'est-ce qu'ils ont fait avant moi, et tout ça, et de comprendre le langage de l'affiche. Mais chaque matériel, il a sa fascination. Moi, quand j'ai fait l'encre ou les papiers népalais, je touche des choses que je ne pourrais pas toucher avec les pastels et les crayons. Dans les pastels et les crayons, toutes les choses que tu fais, ils sont contrôlés. Tu dois penser que tu les mis dedans. L'encre, l'aquarelle, ils ont quelque chose de l'aléatoire, c'est lié aussi à l'hasard. Au moment que ça passe quelque chose, et c'est différent la façon que tu te poses en face au matériel. Comme le carbone et l'encre de Chine, les pinceaux et la plume, chaque matériel donne sa particularité aux émotions. Allons maintenant du côté des éditions Emmanuel Proust, qui siège dans un grand magasin proche des Bulles d'Angoulême. Nous rencontrons la barcelonaise Maria Jovette, qui dans une ligne épurée, japonisante, pourrait-on dire, raconte une histoire d'amour. I consider myself to do manga because I am not Japanese. Je ne dis pas que je fais du manga car je ne suis pas japonaise et je ne travaille pas non plus dans l'industrie du comics. Avec un nombre de pages hebdomadaires à vendre, je ne peux pas dire non plus que je fais de la BD franco-belge. Finalement, je suis le produit de toutes mes influences asiatiques et européennes. Je suis un mix. Allons maintenant chez Dargaud pour le premier tome de Barracuda, scénarisé par Jean Dufaux. Monsieur Vénus H, Monsieur Rapace, Monsieur Jessica Blondie, Monsieur Voleur d'Empire ou encore Murena. Il a scénarisé pour le jeune Jérémy une histoire de pirate qui se passe plus sur Terre que dans les mers. Être le dessinateur d'un grand maître comme Dufaux est écrasant. Pas du tout en fait, du contraire même, parce que Jean est quelqu'un qui laisse une grande liberté finalement au dessinateur avec qui il travaille. Il est fort à l'écoute. Et c'est lui qui va un peu demander, il va pas donner un scénario en entier par exemple. Il va plutôt donner de 5 à 10 planches, il voit comment ça se passe et puis il adapte le scénario en fonction des envies du dessinateur. Donc ça, avoir un scénariste d'une telle notoriété qui reste à l'écoute, qui reste ouvert,
C'est le pied, quoi. C'est un vrai plaisir. Allons voir du côté des éditions Le Rêveur. Larsenet et l'ariégeois Ferry ont réalisé un nouveau tome du sens de la vis. Un graphisme et des couleurs soignés pour une histoire pseudo-bouddhiste où l'on retrouve 2001 l'élève et son maître que l'on pourrait qualifier de charlatan. Parce qu'on découvre à la faveur de cette histoire que le maître a peut-être une vie plus compliquée que ce qu'on croit. Et je me dis, ça fera peut-être l'objet d'une suite, à savoir quelle personnalité est réellement celle du maître. Et est-ce que 2001 n'est pas plus sage, au fond? Lui qui suit la discipline zen au maximum, est-ce qu'il n'est pas plus sage que le maître lui-même? Et puis, surprise, après De Gaulle à la plage, il semble que Ferry s'attelle à un nouveau tome avec le général. J'y travaille. Alors, c'était pas prévu. Et puis, je me suis fait un petit peu prendre à mon propre piège. J'ai pensé que la relation De Gaulle-Churchill devait être creusée, on va dire. Alors là, on sera dans les premières semaines de Londres, 1940, De Gaulle plus svelte et avec une moustache plus fournie. De Gaulle, c'est Londres, c'est le retour au pouvoir, donc De Gaulle à la plage, et c'est mai 68, on va dire, les trois gros moments. Donc il y en a un second, il y en aura un troisième. Non, non, non. Enfin bon. Allez, suspense, l'Hebdo BD tome 2, c'est fini. On retrouve toutes ces interviews développées et bien d'autres dans l'émission L'Agenda culturel. Salut!